Merci beaucoup Camilo, bonjour à toutes et à tous. Donc le thème abordé aujourd'hui, c'est la maltraitance animale en élevage bovin. On va parler ensemble des principales causes, du cadre légal et du rôle du vétérinaire. Donc à titre personnel, moi je peux être confrontée à ce genre de cas de maltraitance animale en élevage bovin, puisque comme le disait Camilo, je suis praticienne hospitalière en autopsie, donc je fais de mon activité exclusive ces autopsies-là. Et donc, je peux rencontrer quelquefois des suspicions comme ça de maltraitance animale, aussi bien en élevage bovin que chez d'autres espèces. Donc, le problème avec la maltraitance animale, c'est qu'elle n'est pas définie de manière stricte. En fait, on la définit par opposition au bien-être animal, hein. Donc, globalement, je pense que si vous êtes familier avec le bien-être animal, vous connaissez les 5 libertés qui sont définies par l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc, qui consiste, on va dire succinctement, en nourriture et eau en quantité et qualité adéquate, pardon. Une absence de contraintes physiques, la prévention de la douleur et des maladies, la liberté d'expression des comportements naturels et la protection contre les sources d'anxiété et de peur. Et donc, on peut considérer que la maltraitance débute à partir du moment où une de ces libertés est bafouée. Donc, les principales causes en termes de maltraitance bovine, c'est vraiment un cadre tout à fait différent de ce que je rencontre dans les maltraitances des animaux de compagnie, puisque dans le cas des animaux de compagnie, il faut savoir que c'est souvent la résultante d'un continuum de violence intrafamiliale, alors que vraiment pour les animaux d'élevage, on peut considérer que l'origine de la maltraitance, elle est rarement intentionnelle, hein. C'est une situation de détresse économique et humaine des éleveurs qui conduit à ces maltraitances animales. Donc, c'est plutôt de la négligence que vraiment de la maltraitance intentionnelle. Et je tiens vraiment à souligner ce point. Globalement, ce signalement de maltraitance, il est fait par les vétérinaires, parce que les vétérinaires sont quand même, et puis d'autres acteurs aussi hein, du milieu agricole, qui sont amenés à se déplacer en élevage et à voir vraiment in situ comment ça se passe pour l'éleveur, à être vraiment les premiers témoins d'une dégradation des conditions d'élevage ou des conditions on va dire, psychologiques de l'éleveur. Donc le but du signalement par les vétérinaires, et j'y reviendrai, ce n'est pas euh, d'enfoncer entre guillemets l'éleveur, hein. C'est vraiment de se servir de ce point-là pour commencer des actions qui visent à aider et protéger les éleveurs. Donc, quand on doit faire un signalement comme ça, il faut absolument instaurer, que ce soit le vétérinaire ou un autre intervenant au sein de l'élevage, un dialogue avec le détenteur de l'animal, avec des conseils et des orientations, et savoir également l'orienter vers des services qui peuvent l'aider en fonction des problèmes qu'il rencontre. On peut citer le service agri-écoute de la MSA, de la Mutualité sociale agricole, des cellules aussi Réagir qui sont déployées par les chambres d'agriculture, de certains réseaux comme Solidarité Paysan ou Agri Sentinelle, et des plateformes comme AgriCollectif. Donc, au sein de ces situations de maltraitance, différents acteurs peuvent intervenir. Le vétérinaire sanitaire, bien sûr, la direction départementale de la protection des populations, la chambre d'agriculture, la mutualité sociale agricole et les cellules départementales opérationnelles. Donc, on va un petit peu détailler ces cellules départementales opérationnelles qui sont au cœur de ce dispositif. Donc, ces cellules de département opérationnel, elles ont été mises en place relativement récemment, hein, en 2018, suite aux travaux menés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. Elles regroupent différents acteurs, donc on en a déjà parlé, la Chambre d'agriculture, mais également les groupements de défense sanitaire, la DDPP, la Direction départementale des territoires, la Mutualité sociale agricole, les syndicats, les organisations professionnelles vétérinaires ou les associations. Elles interviennent dans le cadre de la prévention, puisque la gestion de l'urgence, elle est sous la responsabilité de la direction départementale de la protection des populations. Donc l'objectif, c'est vraiment la prévention. Détecter et accompagner de manière précoce les éleveurs qui rencontrent des difficultés susceptibles d'avoir un impact sur le bien-être des animaux, mais bien sûr aussi proposer la solution ou les solutions les plus adéquates à l'éleveur après avoir analysé sa situation globale au regard des différentes informations partagées. Donc ces informations, on y reviendra plus tard, elles peuvent émaner des différents acteurs de ces CDO, notamment des remontées sur une dégradation des indices de production ou une dégradation des indices sanitaires. Dans ce cadre, les vétérinaires sanitaires peuvent être sollicités hein, par un audit d'élevage ou la rédaction d'un rapport avec des recommandations d'amélioration des pratiques. Et la mutualité sociale agricole, elle, est en mesure d'accompagner les éleveurs du point de vue social.
On va revenir un petit peu aussi sur les aspects juridiques parce qu'il faut bien comprendre que même si la maltraitance animale est peu définie, elle se, elle est vraiment punie au niveau juridique par différents textes. Donc il y a des actes qui sont passibles d'une contravention, notamment qui sont encadrés par le Code rural de la pêche maritime et le Code pénal, qui interdisent d'exercer des mauvais traitements sans en donner une définition précise. C'est là qu'il y a un petit hic, avec une absence de soins appropriés ou actes de violence. C'est les seules choses qui sont pour l'instant déterminées par la jurisprudence. Donc c'est un petit peu au fur et à mesure des dossiers qui sont soumis que la loi progresse. Le Code pénal réprouve aussi le fait de donner non volontairement la mort à un animal, notamment par négligence. Les actes passibles d'une peine d'emprisonnement, c'est surtout les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté ou le fait de donner volontairement la mort à un animal. Là non plus, il n'existe pas de définition précise de l'acte de cruauté, c'était vraiment à la discrétion du juge. Toutefois, comme je le disais, l'analyse de la jurisprudence peut permettre de préciser s'il s'agit d'un acte volontaire et intentionnel en vue de faire souffrir sans nécessité un animal ou de provoquer sa mort. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les textes de loi, je les précise juste ici pour que vous les ayez en tête si un jour vous devez vraiment vous pencher sur le sujet. Donc il y a pas mal de textes officiels, hein, que ce soit des articles du Code rural et de la pêche maritime ou du Code pénal qui sont traits à la protection animale. Et nous allons voir d'autres textes qui sont propres, pardon, au rôle du vétérinaire sanitaire. Donc le vétérinaire sanitaire, son obligation, c'est d'alerter l'autorité compétente. Donc en l'occurrence, il s'agit de la direction départementale de la protection des populations. Au sein de cette direction départementale de la protection des populations, il existe toujours un référent protection des animaux, protection animale. Ce sera lui l'interlocuteur privilégié des vétérinaires. Dans ce cadre, donc, le vétérinaire doit informer la DDPP de tout danger grave pour les animaux, dont les actes de maltraitance animale, qu'il aurait pu constater lors de son exercice professionnel. Il s'agit bien de constatations faites par un vétérinaire qui se base sur des faits et des observations qu'il a pu faire de son propre chef, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recueil de témoignages, ça c'est pas du tout le rôle de vétérinaire, ni voilà, de donner foi à certains témoignages qui ne sont pas une vue directe du vétérinaire. Ce vétérinaire, s'il constate de lui-même ces faits, doit par écrit informer la direction départementale de la protection des populations. Ça peut se faire soit de façon, on va dire, à l'ancienne, avec un mail ou un courrier, mais ça peut se faire également, et c'est ça qui facilite les choses, par la plateforme Calypsovet via le module maltraitance animale. Vous trouverez vraiment tous les éléments. Cette plateforme Calypsovet permet vraiment de relayer ces signalements et de les déclarer de façon beaucoup plus simple pour les vétérinaires. Et dans ce cadre, bien sûr, le vétérinaire peut être amené à pratiquer une autopsie sur des animaux de cet élevage. Donc là, je vous ai mis juste les textes qui ont trait à la responsabilité spécifique des vétérinaires. Donc le signalement, c'est un devoir. Clairement, ce n'est pas une option, c'est un devoir pour les vétérinaires. Lorsqu'il y a situation d'urgence, c'est vraiment la DDPP qui prend la main et qui est le maître d'œuvre de la gestion d'élevage. Et dans ce cas, il peut procéder au retrait des animaux et un vétérinaire peut être mandaté pour effectuer un constat de l'état des animaux et parfois malheureusement des euthanasies. Lors de ces situations d'urgence, il y a de nombreux intervenants qui sont mobilisés, les gendarmes, le maire, la MSA et d'autres associations comme l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir ou Elfarm. Le responsable du bureau de la protection animale de la DDPP est donc l'interlocuteur privilégié des vétérinaires. Il convient donc aux vétérinaires, avant que cela n'arrive, de l'identifier clairement. En ce qui concerne les ressources, aussi bien les vétérinaires que toutes les personnes qui peuvent être témoins de ces actes de maltraitance peuvent trouver des ressources au niveau d'un guide qui a été édité par l'Association contre la maltraitance animale et humaine et qui est facilement disponible sur Internet. Donc, pour essayer de résumer un petit peu la situation, au cœur vraiment de toutes ces interlocuteurs, il y a l'éleveur et ses animaux. Donc, il faut s'occuper à la fois des éleveurs et des animaux. Pour cela, vraiment, c'est la cellule départementale opérationnelle qui va faire le lien entre tous les acteurs possibles, aussi bien les acteurs dont je vous ai mis du côté gauche, tout ce qui est plutôt du côté prévention et du côté droit, tout ce qui est plutôt, entre guillemets, urgence. Et vous voyez qu'il y a de nombreux interlocuteurs qui permettent vraiment d'avoir une vue globale sur l'élevage
et de pouvoir proposer des solutions aux éleveurs sans être pour autant stigmatisant de la situation. Le problème, parfois, c'est l'objectivation de la maltraitance. Ça peut être un frein pour les vétérinaires au signalement. Donc, il faut vraiment être toujours à l'écoute de l'éleveur. Et puis, lors des visites, on va dire, qui sont nécessitées ou à la demande de l'éleveur par l'état voilà, de santé des animaux, toujours avoir un œil sur les autres animaux qui ne sont pas vus en consultation, pour lesquels on n'a pas demandé vraiment de passage vétérinaire. Donc, avoir un œil sur des animaux qui sont maigres, éventuellement suspecter des besoins nutritionnels qui sont non couverts, voir si l'accès à l'alimentation est facile, si l'alimentation est de bonne qualité, si les animaux présentent quand même un amaigrissement anormal. Vous pouvez voir également un accès à l'eau qui doit être de l'eau fraîche et de l'eau propre en bonne quantité. Donc, vous pouvez voir aussi éventuellement des traces de déshydratation chez l'animal. Des signes d'inconfort thermique, soit de l'hypothermie ou de l'hyperthermie, hein, lorsqu'il fait très chaud dans des bâtiments qui sont non ventilés, avec des animaux qui sont en polypnée, ça doit vraiment attirer l'attention. Vous pouvez voir également sur certains animaux, ça peut arriver, hein, des lésions cutanées, notamment circulaires au niveau du cou et des membres qui peuvent faire suspecter des entraves, ce qui c'est totalement interdit. Les défauts de soins vétérinaires, vous pouvez voir sur d'autres animaux des miasmes, des animaux qui sont en décubitus prolongé. Vous pouvez poser des questions aussi depuis quand cette vache elle est couchée, qu'est-ce qui va pas, des traces cutanées, des hématomes, des fractures ou des choses comme ça. Lorsque vous êtes amené à faire éventuellement une autopsie sur une des bêtes de ce troupeau-là, vous devez évaluer à chaque fois, hein, l'état d'embonpoint de l'animal. Et si vous jamais vous ne trouvez aucune lésion qui est en mesure d'expliquer cet état de cachexie, vous devez poser une hypothèse de négligence qui doit être vraiment prise en considération. Donc vraiment, les vétérinaires ont leur part à prendre dans ces signalements et doivent la prendre. Lorsque vous êtes éventuellement en tant que vétérinaire confronté à ce genre de dilemme, on va dire, vous devez constituer un dossier, hein, pour le signalement. Et ce dossier, plus il est complet et plus il répond aux injonctions juridiques, plus il a de chances d'aboutir. Et encore une fois, l'aboutissement n'est pas une punition ou le retrait des animaux. Le but, c'est vraiment, comme je vous l'avais dit au départ, cette maltraitance est, on va dire, à 90% non intentionnelle. Donc le but du jeu, c'est à travers les animaux d'aider les éleveurs, hein. Donc, lors du bilan sanitaire d'élevage, vous pouvez découvrir des choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille, une absence ou une incohérence d'identification des animaux, l'épaisseur du lisier dans les stabulations, un amaigrissement, un taux de mortalité anormalement élevé, des conditions d'élevage qui sont vétustes et puis des conditions aussi de nourriture et d'abreuvement qui peuvent être en qualité ou en quantité insuffisante. Le but du jeu, lorsque vous voyez ça, c'est vraiment là encore une fois d'être pragmatique et efficace, c'est-à-dire que un dialogue doit s'instaurer avec l'éleveur. S'il a des difficultés, c'est parfois difficile pour lui de les avouer ou de les verbaliser. Encore une fois, il n'est pas question de stigmatiser ce qui se passe, mais de poser des questions qui sont ouvertes et qui permettent à l'éleveur de s'exprimer librement, voire éventuellement de digresser sur les problèmes économiques ou personnel qu'il peut rencontrer, qui peut expliquer vraiment que son élevage ou ses animaux passent en second plan. Vous devez avoir aussi des connaissances de la scène, vérifier la température ambiante, la disponibilité d'un abri, tout ça, vous devez vraiment toujours le regarder, même si vous n'êtes pas appelé pour ces raisons-là. Après, j'ai mis estimer le délai postmortem, ça c'est dans le cas où vous êtes appelé pour une autopsie. Lorsqu'on vous confie une autopsie dans ce cadre, ou lorsque vous décidez à l'éleveur à en faire une pour essayer vraiment de cerner le problème, de vérifier si le problème est sanitaire ou s'il est autre, vous devez remplir des conditions, on va dire, assez drastiques parce que votre démarche va être jugée, elle donnera lieu à un rapport qui peut être utilisé, hein, dans des circonstances judiciaires et la mauvaise rédaction de ce rapport peut entraver les démarches par la suite. Bien sûr, identifier l'animal lorsqu'il l'est, ça peut arriver qu'il ne le soit pas. Bien faire des photos de l'animal en entier, face latérale droite et gauche, la région ventrale, la région dorsale, et vérifier la cohérence des informations du document d'accompagnement bovin. Vous devez faire minutieusement un état des lieux
un examen externe, pardon, avec l'état de conservation, l'état d'embonpoint et le développement staturo-pondéral, ça c'est extrêmement important. L'état du revêtement cutané, être vraiment à l'affût des plaies, des escarres, des zones dépilées, d'éventuels parasites. Estimer l'état d'hydratation des animaux, l'état des muqueuses, notamment leur couleur, l'état de la cavité buccale, l'état des dents, les usures anormales et l'état des pieds, puisque là aussi, lorsque l'animal est dans des conditions d'élevage, on va dire, non satisfaisantes, vous pouvez avoir des lésions podales qui sont très importantes. Bien sûr, vous devez localiser, quantifier, mesurer chaque lésion précisément. Vous devez prendre des photos, surtout elles vous serviront d'appui, avec une échelle et si possible un numéro de dossier. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais votre rapport doit être rédigé de façon, on va dire, très stricte. Dans une première partie, vous devez décrire qui vous êtes, d'où vous parlez en effet. S'il y a des personnes qui ont assisté à l'autopsie, ça doit être présent. C'est comme un procès-verbal en fait, c'est le même système. L'identification précise de l'animal, le numéro de boucle, le nom du détenteur, les destinataires du rapport, la date de l'autopsie et de rédaction du rapport, qui peuvent être différentes bien sûr. Dans une deuxième partie, vous allez décrire de manière objective les lésions que vous observez, taille, forme, couleur, consistance, et surtout sans aucune interprétation pour avoir vraiment des faits objectifs. Ensuite, dans une troisième partie, vous allez procéder à une destruction subjective avec une interprétation de votre part. C'est aussi votre plus-value. Donc, et en quatrième partie, la conclusion qui répond à la question posée par la personne qui a demandé l'autopsie. C'est pas toujours de quoi est mort l'animal. C'est peut-on euh, voir des lésions qui peuvent expliquer la dégradation de cet animal. Bien sûr, le vétérinaire procède également à prélèvement des tissus et des différents organes, toujours en double, hein, une dans le formol, une dans la congélation. Ça, c'est pour les examens qui pourraient être demandés par la suite. Pensez toujours à avoir un coup d'avance. On ne sait jamais ce que va donner un dossier suite à une autopsie. Ça peut très bien être classé sans suite, mais il peut très bien avoir un retour judiciaire sur ces dossiers-là. Ils doivent être constitués de façon conventionnelle. Donc, le vétérinaire doit s'attacher à établir un bilan nécropsie qui est factuel, qui lui permet de confirmer ou non la compatibilité des lésions observées avec l'hypothèse de défaut de soins appropriés. C'est plutôt ce qu'on utilise, hein, plutôt que maltraitance. La maltraitance, c'est plutôt une notion juridique. Donc, vous pouvez conclure un défaut de soins appropriés. Ensuite, bien sûr, c'est aux enquêteurs et aux magistrats de qualifier le défaut de soins en négligence ou en maltraitance. Ce n'est pas le rôle du vétérinaire. Donc pour conclure, je dirais que la protection des animaux, c'est quand même, on va dire, des notions qui sont relativement récentes. La législation de base, c'est celle de 2010, mais l'évolution récente de la législation ne date que de 2021 ou de 2022. Donc, dans ce cadre, la priorité, notamment dans le cadre des maltraitances bovines, est accordée à l'accompagnement des éleveurs avec des actions préventives, mais aussi des actions d'urgence, qui monopolisent quand même de nombreux acteurs. Pour cela, nous sommes dotés de plus en plus d'outils juridiques et médicaux qui permettent vraiment de caractériser ces états de négligence ou de maltraitance et de donner suite, non pas simplement par des mesures punitives, mais également par des mesures d'accompagnement. Parce que comme je repars voilà, sur mon introduction, la maltraitance bovine, c'est quand même essentiellement de la maltraitance non intentionnelle et de la négligence parce que l'éleveur est occupé ou préoccupé par d'autres choses. Donc, vous devez toujours avoir toutes les personnes qui sont en communication avec des éleveurs qui peuvent être en difficulté, doivent avoir conscience que le but du jeu, là, c'est vraiment de sortir du mal-être et d'essayer d'aider les éleveurs et leurs animaux, bien sûr, par la même occasion, à retrouver voilà, une certaine sérénité, voire quelquefois, ben, malheureusement, à mettre fin à l'élevage pour que ces situations-là ne perdurent pas aussi bien pour les animaux que pour les éleveurs. Je mets quelques petites références puisque globalement, cette présentation est issue de deux articles que j'ai rédigés récemment pour le point vétérinaire. Vous retrouverez tous les détails dans cette bibliographie. Je vous remercie à toutes et tous de votre attention. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir.